Elle date de 1674 et représente la Russie blanche ou Moscovie. Sauf que dessus, on y voit très clairement la mention Ukraine, ou pays des Cosaques. L'Ukraine est donc une entité qui remonte au moins à cette époque. Elle n'est pas présentée comme un État, mais comme une région qui fait partie de la couronne de Pologne et non pas de la Russie blanche de la carte. Pour ce chercheur, c'est la preuve que l'histoire est rarement un bon argument dans les conflits. Il faut éviter de manipuler l'histoire pour tenter de légitimer une action politique et militaire actuelle. Il faut faire toujours dans ces cas-là, dans l'anachronisme, dans le raccourci, voire dans le cas de Vladimir Poutine et ses proches collaborateurs, bien souvent dans un mensonge qui confie au mensonge d'État, puisqu'il est répété assassiné par le pouvoir politique et par les médias. En regardant de plus près, on se rend compte aussi que si la Russie revenait aux frontières de la carte, elle serait beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. La Russie devrait par exemple rendre Saint-Pétersbourg aux Suédois. Autre sujet sensible, la Crimée, annexée par la Russie en 2014, ne fait sur la carte pas partie des territoires contrôlés par le tsar, mais fait partie de la Tatarie. Ce qu'on se dit, mon cher Luc, en regardant votre reportage, c'est que se servir de l'histoire pour essayer de justifier le présent, c'est glissant. Et les Ukrainiens, de quel œil ils regardent tout ça? Alors Thomas, bien sûr, du côté ukrainien, on est vent debout contre cette interprétation. Et la nouvelle lecture de l'histoire d'Ukraine, c'est une lecture coloniale où il y aurait un empire, la Russie, puis l'URSS qui aurait colonisé l'Ukraine. Le regard sur la langue et la culture russe a aussi en partie changé pour certains Ukrainiens. Il s'agit désormais de la langue et de la culture de l'envahisseur et ils disent qu'il faudrait mieux parler ukrainien que russe. Ils disent qu'il faudrait mieux dire Kiev, le nom en ukrainien de la capitale, plutôt que Kiev. Un dernier mot pour vous dire qu'en fait, l'offensive lancée par Vladimir Poutine, paradoxalement, elle a eu l'effet inverse de l'effet escompté, puisqu'elle a en fait renforcé le sentiment national ukrainien. Merci beaucoup, Luc Lacroix, en direct de Moscou ce matin. Merci à vous. Retour en France à présent, alors on va rester prudent bien sûr, mais après l'explosion spectaculaire d'un immeuble hier dans le 5e arrondissement de Paris, on se demande une nouvelle fois si le gaz ne serait pas le suspect numéro 1. Et on en parle avec notre expert de sécurité. Bonjour Anna Cathy, merci de parler tout ce matin. Vous êtes directrice scientifique de la chaire économie du gaz nature à l'université de Paris-Dauphine. Alors déjà, vu d'extérieur, est-ce que ce type d'explosion ressemble à une explosion de gaz? En effet, les types de dégâts et la violence de l'explosion peuvent faire penser à une accumulation de gaz dans un endroit confiné. Et après, donc, une explosion soudaine qui peut être provoquée par quelque chose de très anodin, comme une petite changement de tension, par exemple, sur le réseau, ou un interrupteur, tout simplement, de lumière qui est actionné. Mais il n'y a pas de disjoncteur comme pour l'électricité, il n'y a pas un dispositif qui ferait que quand il y a un problème, ça coupe. Alors, c'est un dispositif qui est aujourd'hui à l'étude. Donc, normalement, après l'accident de la rue de Trévise, il y a eu toute une remise en discussion. C'est pareil en 2019, absolument, depuis 2019. Et techniquement, c'est faisable, sauf que, évidemment, c'est coûteux. Donc, il y a des évaluations en cours pour le faire. La réglementation du gaz et de l'électricité sont quand même assez évidentes. Alors, il y a quelques semaines, on a vu un immeuble s'effondrer à Marseille parce qu'une habitante avait laissé sa gazinière ouverte. Est-ce qu'un incident de ce type peut provoquer un tel carnage, un accident aussi impressionnant, juste d'oublier disons que le potentiel explosif du gaz est très important. Et je pense qu'il faut vraiment clarifier de quoi il s'agit, parce que mettre en avant éventuellement un problème sur les réseaux n'est pas tout à fait la même chose qu'avoir un accident domestique qui dépend de la vétusté des installations ou du manque de maintenance ou tout simplement de la négligence. Ouais, en fait, c'est pas la même chose si ça part d'une gazinière ou si ça part du réseau de canalisation. On s'inquiète souvent et on s'alarme de l'état de notre canalisation d'eau en France. Et ce qu'il faut, c'est s'inquiéter aujourd'hui de la même manière de l'état de nos canalisations de gaz. Et elles sont dans quel état ces canalisations? Alors, les statistiques des accidents qu'on peut avoir sur les réseaux de gaz sont tout à fait, on va dire, malheureusement alignées à ce qui est constaté aussi dans d'autres pays. GRDF a annoncé en avril un grand plan d'investissement de 150 millions pour moderniser et sécuriser son réseau. Donc, je pense que
c'est quand même une entreprise qui est fortement surveillée aussi bien sur la qualité de son service que sur la sûreté. Alors, on se souvient également de l'explosion de la rue Trévis en janvier 2019 qui avait fait à l'époque 4 morts. C'était dû à quoi alors? Dans ces cas-là, par contre, il y avait un problème qui était sur les réseaux. Sur le réseau, d'accord. Suite à des travaux de modernisation qui étaient donc dans la rue. Parce que là, on a entendu dire qu'il y avait des travaux également dans cette rue. Alors, il y avait des travaux, mais l'origine est quand même à l'intérieur de l'immeuble. Si, oui, il y a cette boucle de feu qu'on voit en ligne parisien qui est extrêmement impressionnante. Ça sort vraiment. Après, le fait que, selon les témoignages, il y a eu aussi cette odeur de gaz, laisse penser qu'il y a eu ce phénomène d'infiltration. Même si pour rester prudent encore sur la couleur, c'est encore une hypothèse. Julien parlait de la rue Trévis, vous disiez que c'est un problème de réseau. Dans le Figaro ce matin, on apprend que des élus de la capitale avaient alerté en 2019 sur l'état de vétusté du réseau du gaz parisien. Est-ce que, dans les travaux qu'évoquait Julien, en dehors du cas d'un salage, est-ce que la multiplication des travaux est un facteur de risque supplémentaire? C'est une façon de gérer quand même les réseaux. Donc on intervient sur des tronçons de tuyaux. La multiplication des interventions fait partie vraiment du mode d'intervention quand il y a une installation qui est un réseau, donc où tout est interconnecté. Après, je pense que dans les centres de Paris, on a une vétusté qui peut être accrue parce qu'il s'agit des installations plus anciennes, mais aussi parce que Paris, l'Île-de-France est une zone très dense. Donc la densité fait que il y a aussi statistiquement plus de vulnérabilité du réseau. Si on se chauffe au gaz, alors comment on peut se protéger aujourd'hui? Il faut quand même rappeler tous les gestes de prévention. Il faut entretenir les installations, faire des diagnostics de gaz, ramener les chaudières et surtout faire attention à la ventilation. C'est l'élément vraiment fondamental quand on est équipé au gaz. Petite question au Dr Kazak qui est resté avec nous. On a vu l'explosion impressionnante. Ce qu'on appelle l'effet blast, ça provoque quel genre de dommages sur les personnes? L'effet blast, c'est des variations de pression extrêmement importantes et toute explosion en gaz ou pas gaz va provoquer dans toutes les cavités du corps où il y a de l'air un espèce de phénomène de compression-décompression et donc le tympan peut exploser, mais le poumon peut exploser un peu comme un ballon de baudruche qu'on gonflerait et qui va exploser avec des détresses respiratoires. Donc c'est pas forcément les brûlures ou polytraumatismes, ça c'est des gens qui sont immédiatement dans l'immeuble, mais à distance, à quelques mètres, on peut être soufflé par ce blast de l'explosion. Je vais revenir sur la prévention, il y a deux types de risques. Il y a le risque d'explosion, bien sûr, mais il y a le risque aussi, et quand on prend d'intoxication au monoxyde de carbone, c'est ce gaz qui n'est pas explosif, qui est incolore, une odeur insipide, qui nous endormait progressivement, d'où l'intérêt aussi d'avoir des détecteurs. Et le point commun, c'est de réviser, comme vous venez de le dire, et de bien entretenir ces installations. Eh bien, merci docteur Kazak. Merci également à vous, Anna Criqui. Je rappelle que vous êtes directrice scientifique de la chaire économie du gaz naturel à l'Université de Paris. Et en ce lundi 22 juin, nous allons partir pour notre voyage quotidien dans le temps avec le commandant Terrier. Bonjour Nadine. Première escale ce matin, le 22 juin 1986, et on a rendez-vous avec Dieu, avec la main de Dieu. Oui, regardez, la voilà, je l'ai ramenée, on va la voir. Julia, vous pensez à quoi? Je ne sais pas, à la main de Dieu. À la main de Dieu. Allez, on y va, on a pris un entrée. À l'époque, l'arbitrage vidéo n'existait pas. En quart de finale de la Coupe du Monde, Diego Maradona marque avec sa main le premier but de l'Argentine face à l'Angleterre, ce qui est totalement interdit, on va rappeler. Plus tard, il dira d'avoir fait un peu avec sa tête et un peu avec la main de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Maradona qui était jusque-là méconnu, puisque c'est dans ce match qu'il rentre dans la légende, puisque quelques minutes après, il marque un second but, le but du siècle cette fois-ci. Et l'Argentine finit même par Il n'est quand même pas complètement méconnu. Non, mais il n'était pas encore connu comme c'est pas lui. Et le deuxième but, il l'a marqué avec quoi? Avec son pied? Oui, avec son pied. Bon, on enchaîne avec le 22 juin 1966 et un tube à la télévision sur la patine. Vous aimez les sons? Eh bien, c'est une invitation. Vous la connaissez par cœur. Ah oui, j'adore la bourse.
c'est formidable. Et il était classique, il était au sommet. Et alors, est-ce que vous savez pourtant qu'au début, certains jugeaient ce titre trop sulfureux? Oui, la semaine, c'est vrai. Oui, il y en a qui me l'avaient dit en disant vous faites des chansons un peu trop olé olé. On était en 66, c'est pas du tout. Salvatore Adamo était plutôt connu pour être un chanteur de fleurs bleues, et ça sera là, dans ce 600 000 exemplaires vendus. On a assez différent quand même avec le 22 juin 1987 et un nouveau style donc vestimentaire. Et qui n'a rien à voir avec Adamo. Leur style musical, c'était plutôt ça, écoutez. Waouh, pourquoi vous n'aimez pas? Non, voilà. Vous avez aimé les punk et les hippies, vous adorez les grunge. C'est un mélange des deux, à la fois nos futurs et liberté absolue. On refuse toute obligation, on baisse les bras, on vit dans le présent. Et comme le futur, c'est la neige et le chômage, on fera des petits boulots, alors ça sert à rien de travailler. Ah, moi, je refuse toutes les obligations, surtout celle de se laver. Les ados adorent et c'est très pratique pour l'été. Je sais pas si c'est pratique pour l'été cette mode. Reportage, je sais pas si vous avez reconnu la voix, signé Daniela Lambroso, qui avait elle-même testé cette mode. On va voir, vous avez eu ça à la grunge? Non, moi je suis sérieux depuis 1987. Moi, j'avais les chemises à carreaux et les cheveux roux. Eh bien, c'est bien, Julia, parce que ça va être donc. Ah oui. Je vais trouver des photos. Est-ce que c'est une très bonne nouvelle? On y réfléchissons, on se retrouve juste après la pub pour la conclusion. Merci, à tout de suite. Je n'ai toujours voulu qu'une chose, me trouver. Mais pourquoi le faire quand je peux me réinventer? Découvrez Oleo Supreme, la nouvelle coloration à l'huile de Schwarzkopf. Son système haptique aide à renforcer les cheveux pour 90% de casse capillaire en moins, sans ammoniac. Intensité couleur dans le durée. Réinvente-toi avec Oleo Supreme. Les meilleures pâtes, c'est celle de Vincent. Et c'est parce qu'il redouble d'inventivité à chaque recette que Panzani lui doit des pâtes toujours plus originales. À découvrir dans la nouvelle gamme et créative. Des pâtes, oui, mais Panzani. La plupart des gens y pensent, c'est juste un petit bête, ça peut attendre, c'est un petit bête. Non, ça n'attend pas. Nos clients nous disent, un pack sur 2 fissure en moins de 3 semaines. Et oui, en moins de 3 semaines. En plus, chez Carglass, en 30 minutes, c'est réparé. Alors, ne prenez pas ce risque, sinon, c'est tout le pare-brise qu'il faut changer. En plus, en ce moment, Carglass nous offre au balai d'essuie-glace. Prenez rendez-vous sur carglass.fr. N'oubliez pas, tapez bien .fr. Carglass remplace. Médecine nazie, l'exposition événement au musée Guimet du 17 mai au 18 septembre. On n'utilise que 10% de la capacité du cerveau. Les avions, on les a inventés avec 10% du cerveau aussi. Ah, c'est logique, vous avez une clé. Papa, c'est pas très bon. Ouais, mais c'est pas très cher. Alors, j'ai du pas très cher, pas très bon ou du très bon très cher. C'est très bon cher? Tu veux manger quoi ce soir? Du très bon très cher ou du pas très cher pas très bon? Il y avait encore moins cher, mais c'est vraiment il y a 5 000 pour choisir entre les pas chers et l'idéal. Notre Repère, le bon à prix offert. Comme ces biscuits pour nous à seulement 1,59 €. Marque Repère, pour le meilleur et pour le prix. Leclerc. C'est vraiment